Pour cette 23e vidéo de présentation du modèle de la dynamique universelle. Comme je l'ai évoqué à la fin de la 22e vidéo, Nassim Haramein nuance le fait que nous soyons créateurs de notre réalité, en disant la réalité nous crée tout autant en retour. Donc il nuance et je vais nuancer également, c'est-à-dire nous avons d'un côté l'impact de l'environnement sur l'individu et la question qui se pose, quel est cet impact, quelle est l'ampleur de cet impact et en quoi pouvons-nous être libres si cet impact existe réellement et à quel point sommes-nous libres et sommes-nous les réels créateurs de notre expérience de vie. Alors pour ça, je vais aborder quelques notions de sociologie, notamment quelques concepts de Pierre Bourdieu, qui a été une figure très importante de la sociologie du XXe siècle et dont les apports marquent encore aujourd'hui de nombreuses recherches dans le domaine des sciences sociales. Donc il parle notamment d'habitus, l'habitus étant l'ensemble des dispositions à penser, à se représenter, à juger, à agir et à réagir. Et cet habitus, on retrouve la racine qu'on retrouve dans le terme habitude, et le lien est vraiment intéressant. Cet habitus, ça va être nos dispositions, c'est-à-dire vraiment nos dispositions à agir, à réagir. Et on voit bien le lien avec habitude de faire les choses d'une certaine manière. Et il a montré à quel point cet habitus est très marqué par l'époque dans laquelle on est, les convictions, les croyances qui ont lieu à cette époque, par la culture dans laquelle on est né, l'éducation qu'on a reçue et notamment le milieu social aussi, le milieu social, la position sociale des parents, la trajectoire sociale des parents, en quoi tout cet environnement marque énormément l'habitus de l'individu, donc ses dispositions à penser, à se représenter, à agir, à réagir, à juger. Il peut se penser tout à fait libre de sa manière de penser, et en fait, il a adopté une grande partie des représentations de son époque, de son milieu social, de son milieu éducatif. Alors, pour certaines, il s'est construit en intégration, c'est-à-dire il les a intégrés comme des données de base, et pour d'autres, il s'est construit en opposition, c'est-à-dire il a considéré que ça, c'était désagréable, et certaines choses, il va se construire justement en choisissant l'opposé ou une nuance, une variante. Mais pour autant, l'aspect reproduction, et c'est ce que montre Pierre Bourdieu, l'aspect reproduction des schémas est très fort et mène l'individu à faire des choix qui peuvent sembler libres depuis sa perspective personnelle, mais qui au niveau statistique, en fait, on voit qu'ils sont pas si libres ces choix, ils sont déterminés par tout un tas de facteurs. Et ce qu'on appelle la distribution statistique de son style de vie, par exemple, c'est-à-dire l'ensemble de ses consommations au sens large, c'est pas seulement ses achats, c'est aussi ses loisirs, ce à quoi il s'intéresse, ses goûts, c'est-à-dire vraiment le jugement positif ou négatif, la perspective, la perception positive ou négative qu'il a sur les choses, est distribué socialement et on retrouve des pratiques équivalentes dans des milieux culturels équivalents. Et notamment, on peut retrouver ça dans une distribution statistique qu'il met en évidence. Je vais vous faire un petit schéma. Donc, il place d'un côté le capital économique, en face le capital, j'ai du mal, capital
culturel, pardon. Alors, capital économique, on comprend, ça peut être les titres de propriété, l'argent liquide qu'on a, les placements, le patrimoine qu'on a. Capital culturel, on peut l'objectiver de différentes manières. Souvent, on l'objective par le niveau d'études, mais pas seulement. C'est l'équivalent du capital, mais non pas cette fois économique, culturel, les connaissances, l'ensemble des savoirs, etc., peuvent représenter ce capital culturel. Il met en évidence un autre capital qui est le capital social, c'est-à-dire son réseau relationnel, et un autre auteur a rajouté le capital physique, c'est-à-dire ce que nous permet notre corps. On peut avoir un corps qui permet d'être mannequin ou on peut avoir un corps qui ne le permet pas. Et ça correspond également à un capital. Mais dans cette distribution, on va juste avoir capital économique, capital culturel. Et là, la quantité, sur cette trajectoire, la quantité de capital. Donc la quantité moindre et quantité supérieure de ce capital. Et on va voir les positions sociales des individus se placer et leur style de vie, leur style de consommation. Je me répète un petit peu, le type de choses qu'ils vont pratiquer, le type de sport, le type de loisirs, le type de musique, le type d'alcool qu'ils vont boire, la marque qu'ils vont acheter, etc. Et quand on fait une étude statistique, on voit que les répartitions se font de manière non pas au hasard, mais qu'on retrouve des tendances en fonction de la quantité de capital et du type de capital. Donc un professeur d'université ne va pas avoir le même type d'intérêt, de loisirs, de grande entreprise. Et dans les capitaux avec une quantité de capital moindre, entre grands guillemets, dans des sphères plus populaires de la population, avec des capital culturels et économiques moindres, on aura également des types de consommation, des intérêts culturels. On va pas regarder les mêmes films, on va peut-être pas aller forcément au théâtre ou pas voir la même chose. On va pas du tout fréquenter, par exemple, les mêmes lieux. Donc cette répartition, je vais pas donner, là je vous donne quelques exemples, mais on va voir des tendances avec à la fois des positions sociales et des pratiques, des styles de vie particuliers qui vont s'organiser, pas du tout au hasard. C'est une représentation que je vous fais pour vous faire réaliser à quel point l'environnement dans lequel on a grandi peut marquer totalement notre état d'esprit et l'ensemble de nos pensées au point de nous faire apprécier ceci et pas cela, de nous faire avoir un rapport à une marque par exemple particulière, nous faire nous sensibiliser positivement ou négativement à, je sais pas, à l'écologie par exemple, qu'on va plus retrouver dans le capital culturel plus, ou alors sensibiliser au fait de gagner beaucoup d'argent comme une chose importante et prioritaire qu'on va plus retrouver là. Voilà, on a vraiment des styles de vie, des pratiques, des représentations qui se juxtaposent là aussi, pas du tout de manière aléatoire, mais de manière très organisée. Alors je vous ai fait ce petit schéma, voilà, pour vous dire à quel point l'individu est effectivement déterminé par son environnement au sens très large, et que cette répartition, on peut la comparer à une répartition autre. C'est une expérience, une des premières expériences de la cymatique, qui est l'étude des vibrations sonores et de leurs effets. Et dans une des expériences de la cymatique, on prend une tôle en fer, on met du sable ou du sel sur cette tôle,
Elle est fixée depuis le dessous, hein, elle n'est pas fixée aux 4 angles. Et avec un archet, donc un archet de violoncelliste par exemple, on va venir frotter l'archet le long de la tôle à un endroit. Et là, on va voir que cette répartition qui était uniforme va complètement changer et on va avoir par exemple ce type de forme. Par exemple, le sable, le sel va faire des schémas, va s'orchestrer vraiment de manière spécifique. Et quand on va déplacer l'archet et glisser l'archet le long de la tôle à un autre endroit, on va avoir un tout autre schéma et les grains de sable ou de sel vont s'organiser complètement différemment. Donc en fait la tôle vibre et elle a des zones où elle va être bombée et des zones neutres entre deux zones bombées et ces zones neutres, c'est là où le sel ou le sable va venir s'accumuler. Et bien en fait, les croyances, notre habitus, c'est-à-dire notre disposition à percevoir, à juger, à apprécier, à se représenter, à agir et réagir, fonctionne exactement comme l'archet sur le bord de la plaque en tôle et orchestre le social et va orchestrer ainsi bien les pratiques sociales, les modes de consommation, que les déplacements, que les lieux où on va être en vacances, que les lieux qu'on va fréquenter en termes de restaurants, de bars, qu'on va fréquenter ou ne pas fréquenter. Et on voit déjà en fait que les individus ont plus de chances de se rencontrer entre eux avec des représentations équivalentes, de se côtoyer, et certains, on peut réaliser, on peut se représenter le fait que certains vont juste jamais se croiser. Et comme certains de ces grains de sable ou grains de sel ne vont juste jamais se croiser. Par contre, d'autres vont se retrouver l'un à côté de l'autre par un mode d'organisation qui n'est pas leur volonté propre, mais qui est qu'une certaine fréquence, une certaine vibration a organisé l'ensemble qui fait que certains points se juxtaposent les uns aux autres. Donc ça met vraiment le doigt sur le fait que nos représentations acquises, nos croyances, nos convictions acquises, structurent notre relation aux autres, les rencontres qu'on va faire, ce qui va se passer dans notre vie, bien au-delà de notre esprit conscient et de nos choix individuels. Pour autant, cet archet, qui peut être représenté comme nos représentations, mais aussi comme nos émotions, on a un pouvoir dessus. C'est-à-dire que si on change sa représentation, sa conviction, sa pensée, son émotion, on va vibrer autre chose et les choses, pour nous, dans notre vie individuelle, vont s'orchestrer différemment. On va, par exemple, ne plus rencontrer les mêmes personnes, rencontrer d'autres personnes, pour, par exemple, quelqu'un qui a tendance à retomber dans des schémas répétitifs, à rencontrer toujours le même type de partenaire avec les mêmes problématiques. S'il arrive à changer ses schémas intérieurs, ses représentations, c'est comme si il avait changé son archet de place et que vibrant à une autre fréquence, il va être sur une fréquence d'autres grains de sable, c'est-à-dire d'autres individus, d'autres rencontres, et s'éloigner naturellement des rencontres qu'il avait l'habitude de faire. Donc sa part de liberté, elle est grandissante lorsqu'il prend en charge quelque part son état d'esprit, qu'il réalise qu'il y a des schémas répétitifs, que ses dispositions à voir les choses d'une certaine manière l'orientent dans une certaine direction et créent de la proximité avec certaines situations, et que lorsqu'il change ça, il peut se mettre en résonance avec d'autres réalités. Donc c'est là où vraiment vient notre part de liberté. Notre part de liberté, c'est
où et sur quoi on est en mesure d'interagir. C'est-à-dire, est-ce qu'on est juste des automates qui ne faisons que penser parce qu'on a entendu un certain discours dans notre enfance, parce qu'on nous a fait penser les choses d'une certaine manière et qu'on est juste en reproduction, ou qu'on est parfois en opposition sans avoir forcément conscience d'être en opposition et ce que ça représente, ou est-ce qu'on prend conscience de certains mécanismes et qu'on prend le pouvoir sur les pensées, c'est-à-dire on ne pense plus comme un automate, c'est-à-dire l'élan de la pensée nous emmène toujours plus à penser dans la même direction, ou alors est-ce qu'on prend du recul et est-ce qu'on est en mesure d'orienter sa pensée? Lorsqu'on est en mesure réellement de faire des choix de pensée, de changer de manière régulière ses pensées pour des pensées qui correspondent plus à ce qu'on veut, alors on est de moins en moins marqué par le passé et de plus en plus on est en mesure d'impacter son futur. Donc quelle source d'impression utilisez-vous pour imprimer votre esprit? C'est-à-dire, est-ce que c'est uniquement ce que vous avez appris par l'éducation, votre milieu? Est-ce que c'est les expériences passées qui ont laissé des empreintes et ces empreintes sont toujours actives et qui orientent toujours votre manière de penser, votre manière de réagir aux choses? Ou est-ce que vous avez une prise là-dessus? Est-ce que vous avez la possibilité de choisir et d'orienter cette chose-là et d'imprimer volontairement votre état d'esprit? Donc ça, c'est par rapport au passé et par rapport à l'extérieur. Quelle est votre source d'impression de votre esprit? Est-ce que, encore une fois, c'est toujours relié au passé qui génère le présent? Ou est-ce que vous êtes relativement libre de ce passé et de ces manières de penser qui appartiennent au passé et que vous êtes, par exemple, plus dans l'anticipation d'un futur différent que ce qui s'est généré jusqu'à présent? Alors là, il y a des choses extrêmement... Pour moi, tout ça est très concret, mais il y a des choses très, je dirais, grossières qui peuvent montrer quelle est la source d'impression de notre esprit. Est-ce que la source d'impression de l'esprit est le journal de 13h et de 20h de la télé? Est-ce que la télé est la source d'impression principale de votre esprit? Auquel cas, c'est pas l'avant-garde de la pensée au niveau médiatique. Est-ce que c'est la radio? Est-ce que ce sont les journaux? Quel type de journaux? Et plus en fait la source d'impression de votre esprit est subtile, alors déjà lire des livres vraiment subtils qui vous permet de prendre de la distance par rapport à l'information grossière et brute qu'on vous délivre par ailleurs, déjà plus vous allez prendre de la liberté. Mais cette liberté augmente réellement lorsque vous œuvrez directement sur vos contenus mentaux. C'est-à-dire la possibilité de remplacer une pensée par une autre, même si c'est pas une pensée radicalement différente d'un instant à l'autre, c'est faire évoluer sa pensée petit à petit dans la direction du voulu, évidemment, plutôt que dans la direction du non voulu. Donc, autre aspect, c'est pour pouvoir faire ça, dans quelle mesure vous êtes à même de vous libérer des impressions qui sont présentes et qui vous emmènent. Et là, je renvoie vers les vidéos d'avant, sur l'élan notamment, sur la manière d'orienter son attention du non voulu vers le voulu, sur l'échelle des émotions, sur la méditation qui permet à la fois de se libérer des impressions liées au passé et d'orienter son attention volontairement. Voilà, volontairement, c'est le terme. Est-ce qu'il y a une possibilité et une réelle volonté et de réels résultats sur le fait d'interagir avec ses pensées
et de ne pas être juste l'instrument de l'élan qui est en cours. Et parce que sinon, c'est juste le passé qui définit l'avenir. Si vous êtes dans l'instant présent en mesure de changer la fréquence que vous émettez, alors vous êtes réellement en train de d'écrire, de structurer un futur qui est différent, si vous souhaitez évidemment qu'il soit différent. Il y a certains domaines, vous souhaitez juste que ça continue dans la même direction, mais lorsqu'il y a des domaines où vous souhaitez que ce soit vraiment différent, c'est la solution. C'est au moins résorber les empreintes laissées par le passé. Ça, la méditation Vipassana le fait très bien. Et éventuellement imprimer volontairement de nouvelles impressions réellement dans l'esprit avec des techniques, par exemple, comme celle de Neville Goddard dont j'ai parlé, où on imagine une scène qui induit que le résultat que l'on souhaite a été atteint. Ça, c'est vraiment imprimer son esprit volontairement pour obtenir un résultat différent que le résultat qu'on a obtenu jusqu'à présent. Notre liberté, elle vient aussi du fait de percevoir cette grande image, et ces vidéos servent aussi à ça, c'est-à-dire à percevoir un univers vibratoire, à percevoir sa nature vibratoire, qui va au-delà de ce que les sens peuvent percevoir, qui va au-delà de ce que nous appelons la mort, qui est encore trop souvent représenté dans l'esprit des gens comme une fin, alors que si on se perçoit comme de nature vibratoire, cette nature, elle est toujours là, et simplement on vient expérimenter dans une dimension physique, spatiale et temporelle la traduction à travers nos sens physiques de ces vibrations en une réalité physique, spatiale et temporelle. Et voir cette grande image qui va au-delà de naissance jusqu'à ce qu'on appelle la mort est une liberté très importante, parce qu'elle nous permet de renouer avec notre réelle nature de créateur de notre propre réalité, de notre nature de créateur de notre propre expérience de vie. Et c'est là qu'on gagne le plus en liberté par rapport à tous les déterminismes qui peuvent peser par ailleurs dès lors que l'on est dans un environnement où plein de choses sont déjà en place. C'est-à-dire que le momentum de ces convictions est venu solidifier un rêve collectif en une réalité physique, et naissant dans cette réalité physique, elle va venir conditionner plein de choses, impacter notre manière de voir les choses. Les parents, les grands-parents, ceux qui sont déjà là, vont venir influencer notre manière de voir les choses. Mais en tant que créateurs, nous venons également depuis le champ vibratoire, avec une information toujours enrichie des nouveaux désirs, des nouveautés, et nous venons aussi apporter de la nouveauté. Donc on n'est pas seulement déterminé, mais on vient apporter de nouvelles perspectives, et souvent les parents pensent être les seuls éducateurs des enfants, mais il y a une autre perspective intéressante qui est que les enfants viennent éduquer leurs parents, c'est-à-dire viennent les aider à dépasser leur propre conditionnement, parce que les enfants arrivent avec une perspective nouvelle, viennent incarner une perspective nouvelle par rapport à la perspective des générations passées. Enfin, je voudrais conclure sur le fait que la liberté, c'est aussi, et peut-être avant tout, un sentiment, une perception, et se sentir libre est un sentiment, oui, qu'on peut cultiver en soi et qui va avoir de grands intérêts, c'est se mettre en résonance avec
des situations et un sentiment de liberté grandissant. Je dis ça par rapport à des gens qui peuvent orienter leur attention vers la peur de perdre leur liberté, vers des notions de manipulation de masse notamment. Et là, c'est en fait se mettre par crainte en résonance avec le non voulu, alors que définir le voulu, cultiver ça comme on cultive une graine, qu'on arrose chaque jour en y pensant encore plus, se sentir libre, se voir libre dans ce que nous appelons le futur, c'est la meilleure garantie de rester libre, alors que beaucoup pensent qu'il faut se préserver de la manipulation extérieure, mais ce n'est pas en posant son attention sur le danger qu'on évite le danger, c'est en posant son attention sur là où on veut aller. C'est de l'autre côté de la rivière, si on veut traverser la rivière, qu'il faut poser son attention. La vie s'écoule là où se porte l'attention, c'est comme en moto. La moto suit notre regard, c'est comme en ski, on va aller là où on regarde. Donc, si on souhaite une liberté plus grande, c'est en regardant dans la direction de cette liberté que nous la faisons grandir. Donc voilà, je pense avoir apporté une perspective nouvelle sur cette alternative entre totalement conditionné ou totalement libre, c'est-à-dire qu'on peut faire évoluer ça. L'impact de l'environnement peut se réduire lorsque l'on prend la responsabilité de nos propres pensées, et donc notre impact d'individu sur le social, le collectif, l'environnement va grandir à mesure que l'on fait ça. Donc les gens qui impactent le plus le monde sont les gens qui se sont permis de penser, en anglais on dit out of the box, en dehors de la boîte, penser différemment, d'imaginer parfois pendant des années, parfois pendant des dizaines d'années, une alternative à leur vie ou à la société ou au pays dans lequel ils vivent, une alternative pour ce pays ou pour cette société ou pour cette civilisation qu'ils ont cultivé tellement longtemps, qu'ils ont donné un élan tellement fort que ils vont être sur la fréquence de la manifestation physique de cette réalité-là qui est disponible au niveau vibratoire. Donc, penser en dehors de la pensée collective, ce qu'on appelle souvent l'inconscient collectif, est très intéressant pour faire avancer, y compris le collectif. C'est-à-dire qu'un individu seul se permettant d'alimenter l'élan dans une direction complètement nouvelle, même si ce n'est pas à travers ce qu'on appelle habituellement l'action, c'est-à-dire manifester, revendiquer quelque chose, demander quelque chose à quelqu'un, mais simplement qu'il s'est mis sur la fréquence de la réalité souhaitée, cet individu va avoir un impact sur le collectif bien plus grand d'un pouvoir qu'il mette au-dessus d'eux. En fait, individuellement, chacun est le plus grand pouvoir s'il réalise qu'il est réellement le créateur de son expérience de vie, le créateur de sa réalité. Donc il sera beaucoup plus efficace sur sa vie et sur la vie du collectif en se percevant comme créateur de sa réalité, en reconnaissant sa réelle nature, plutôt qu'en essayant d'obtenir quelque chose d'un pouvoir qu'il placerait au-dessus de lui, en se sentant une poussière, juste un humain qui doit rester très humble face au reste et qui se soumet à des pouvoirs en place qui, ma foi, peuvent être tout à fait satisfaits que les gens se soumettent naturellement à ce pouvoir-là, ne reconnaissant pas le pouvoir bien plus grand qui est en chacun d'eux. Donc ça permet de remettre vraiment en perspective l'impact que peut avoir un individu et pas seulement le collectif. On parle souvent de tipping point, c'est-à-dire il faut être un certain nombre, accéder à un certain pourcentage pour basculer dans une nouvelle réalité. En fait,
un individu qui ne se préoccupe pas trop de ce que les autres pensent, mais cultive l'élan volontairement qui est lié à la réalité qu'il veut expérimenter ou qu'il souhaite pour le monde, va avoir un impact extrêmement important. Et pour autant, il peut être tout seul dans une grotte, à méditer dans son coin, à visualiser dans son coin. Ce n'est pas forcément en étant voyant ou en interagissant directement avec l'environnement que l'impact est le plus grand. Je l'avais dit, le levier d'action que représente l'élan de la pensée est bien plus puissant que les actions. Si je reviens à mon dessin, ce qui a permis d'organiser les grains de sable, ce ne sont pas des milliers, des dizaines de milliers d'actions qui ont déplacé chaque grain de sable pour les organiser. C'est juste un coup d'archet sur le bord, mais c'est la bonne action, l'action juste, celle qui donne une vibration à l'ensemble, qui organise tout le reste. Voilà, je pense que c'est suffisant, tout à fait 31 minutes pour cette vidéo. Eh bien, merci de votre attention. Vous pouvez vous abonner, liker, commenter évidemment, me contacter via les liens en description de la vidéo en les copiant-collant dans votre navigateur pour me contacter si vous voulez bénéficier d'un accompagnement par visioconférence en groupe plusieurs fois par mois. Merci de votre attention et à très bientôt.